Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Camille Duret, 34 ans, n'aimait pas voler. Pourtant, ce matin-là, elle s'était résolue à prendre le vol AF703 reliant Paris à Montréal. Analyste en cybersécurité pour une grande entreprise technologique basée à Lyon, elle voyageait rarement sans raison sérieuse. Cette fois, on l'avait appelée en urgence pour résoudre une anomalie critique sur un projet stratégique nord-américain. Assise au hublot, rangée 14A, elle prit une profonde inspiration. Son tailleur beige impeccablement repassé trahissait un calme apparent. Mais quelque chose clochait dès le départ. Des regards échangés entre les membres de l'équipage, une hôtesse trop nerveuse, un silence étrange entre les annonces de routine. Camille, habituée à décrypter les signaux faibles, sentit l'inquiétude monter. Un vieil homme prit place à côté d'elle. Son nom? Commandant Marcel Renaud, retraité de l'armée de l'air française, ayant piloté des Mirage F1 dans sa jeunesse. Malgré ses cheveux gris et ses gestes lents, il avait ce regard perçant d'un homme qui a vu trop de choses pour rester naïf. Quand un bruit métallique inhabituel se fit entendre, suivi d'un clignotement discret sur les lumières de la cabine, Camille et Marcel échangèrent un regard. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Elle hocha la tête. L'hôtesse blond vénitien, identifiée par son badge comme Sophie, leur servit une boisson avec des mains qui tremblaient trop pour un simple service à bord. Camille posa une question simple, un problème avec l'appareil? Sophie sourit, ce sourire faux, plaqué, vide, appris par cœur. C'est à cet instant que Camille se souvint d'un rapport confidentiel qu'elle avait lu 2 mois auparavant sur des incidents liés à une série de Boeing 777 modifiés. Le modèle utilisé ce jour-là était un 777-300ER, un modèle précisément concerné. En 2023, un incident similaire avait été signalé au-dessus de l'Atlantique, après 2 heures de vol. Camille consulta sa montre, 1h54 de vol écoulé. Le doute devint certitude. Tentant de garder son calme, elle activa le Wi-Fi satellite et consulta ses notes cryptées. Le numéro de série du moteur affiché à l'entrée de l'avion correspondait à une série à risque. L'intuition de Camille devint une alerte rouge dans son esprit. Elle murmura à Marcel, « On risque un problème hydraulique majeur. Il faut les prévenir. » Maintenant? Renaud acquiesça. Il connaissait les implications. L'hydraulique, c'était le cœur du contrôle. S'il lâchait, c'était la fin. Camille se leva, contourna les passagers mi-endormis et s'approcha du poste de pilotage. Elle frappa doucement, puis plus fort. Un second officier ouvrit. Elle parla vite, avec calme, « Je suis analyste en sécurité des systèmes embarqués. Il y a une faille connue dans cette version. J'ai des preuves. » Le pilote la regarda, fronça les sourcils, puis referma la porte sans un mot. Refus. Ignorance. Silence. Elle retourna à sa place, secouée, mais pas vaincue. Elle prit son ordinateur portable et composa un message codé, à destination du centre de contrôle du trafic aérien de Gandé, Terre-Neuve, le plus proche point d'urgence sur leur trajectoire. Elle y joignit toutes ses observations, modèle de l'avion, heure de vol, comportement suspect des systèmes, précédents connus. Marcel la regardait faire, ému et impressionné. « Vous auriez fait une excellente pilote, mademoiselle. » Le message fut envoyé. Mais l'équipage, dans son entêtement, refusa toujours d'agir. L'appareil poursuivait sa route au-dessus de l'Atlantique Nord. La tension était palpable, mais maîtrisée. Jusqu'au moment où, le bruit revint. Plus fort. Plus long. Les écrans du plafonnier s'éteignirent un à un. La lumière clignota. Les passagers levèrent les yeux. Puis un cri au fond de l'appareil, « On penche !» Camille regarda Marcel. Il posa sa main sur son accoudoir. « Ça commence. » Et elle comprit qu'il leur restait à peine 10 minutes avant l'irréparable. À peine 10 minutes s'étaient écoulées depuis le premier signal d'alerte quand l'impensable se produisit. Une violente secousse fit vibrer tout l'appareil. Les valises tremblèrent dans les coffres à bagages. Un bébé éclata en sanglots.
Camille attrapa instinctivement l'accoudoir, tandis que Marcel posait calmement sa main sur sa montre militaire. Il observait les signes, l'angle d'inclinaison, la réponse tardive des volets, les grincements inhabituels. « L'axe de lacet est foutu », dit-il sans détour. Camille savait ce que cela signifiait. Sans contrôle directionnel, l'avion risquait de tourner sur lui-même, puis de perdre sa trajectoire. Et au-dessus de l'Atlantique, à 9000 mètres d'altitude, cela ne pardonne pas. Elle se leva brusquement, s'avançant à nouveau vers le poste de pilotage. Cette fois, l'hôtesse Sophie tenta de l'intercepter. « Madame, je vous en prie, retournez à votre siège. Vous ne comprenez pas, on n'a plus de temps. Ce n'est pas à vous de décider. » Camille écarta doucement Sophie, puis frappa de nouveau à la porte blindée du cockpit. Après quelques secondes, le copilote ouvrit une trappe secondaire. Son visage était crispé. Il transpirait. « Il faut que vous m'écoutiez. J'ai envoyé une alerte à Gandé. Votre système est raté ne s'est pas déclenché. Le circuit hydraulique secondaire est hors service. Il vous reste une seule option. » Le copilote l'interrompit, les yeux écarquillés de colère. « Vous n'êtes pas pilote. Alors taisez-vous et retournez à votre siège. » La trappe se referma. Un déclic métallique résonna. Verrouillé. Le souffle coupé, Camille retourna dans l'allée centrale. Les passagers l'observaient, inquiets. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Elle ne les voyait même pas. Le bruit sourd dans ses oreilles prenait toute la place. Marcel s'approcha d'elle, une goutte de sang perlant à son front, il s'était cogné dans une turbulence. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous. » Il sortit de sa veste un badge militaire. Commandant en retraite ou non, il avait toujours ses contacts. Mais encore fallait-il accéder à la console technique arrière, dissimulée dans un compartiment derrière les toilettes de la classe économique. Ce panneau, inconnu des passagers, permettait de réinitialiser manuellement certains systèmes embarqués. Mais il était verrouillé. Ensemble, Camille et Marcel contournèrent l'agitation pour atteindre l'arrière. Là, entre deux hurlements d'enfants et le grincement sinistre du fuselage, Marcel introduisit une clé magnétique qu'il gardait depuis 20 ans en un vieux reliquat de son époque dans l'aéronaval. Le panneau s'ouvrit. Derrière, un petit écran clignotait en rouge. Camille s'agenouilla, les mains tremblantes. Elle reconnut le port Epsilon 4, celui qu'elle avait vu dans les plans confidentiels. Elle sortit son ordinateur, connecté en local, et lança une tentative de diagnostic d'urgence. Mais le protocole nécessitait un code d'autorisation réservé aux techniciens d'Air France. Elle n'en avait pas. Alors elle fit ce qu'elle savait faire le mieux, pirater. Grâce à un accès en lecture seul récupéré lors d'un projet antérieur, elle réussit à simuler une connexion depuis une tablette de maintenance. Le système accepta l'entrée. Et là, elle vit tout. Pression hydraulique, critique. Stabilisateur arrière, instable. Déploiement air raté, échec. Elle tapa la commande de redémarrage forcé, reboot-bas power 95A. Le système grésilla. Une ligne verte s'afficha. Réactivation d'urgence en cours. Soudain, une vibration parcourut tout l'avion, plus douce que les précédentes. Les lumières se stabilisèrent. Les écrans de vol revinrent à la normale. Les passagers poussèrent un soupir, croyant à un simple incident résolu. Mais Camille savait que ce n'était qu'un sursis. Dans le cockpit, les pilotes virent avec stupeur leurs instruments se recalibrer. Un voyant s'alluma. Intervention manuelle externe détectée. « Qu'est-ce que ?» demanda le capitaine. Le copilote répondit en secouant la tête. « Je crois qu'on a été piraté, par la femme de tout à l'heure. » Un silence glacial envahit l'espace. Puis un appel de la tour de contrôle de Gandé retentit. « Air France 703, votre code 95A a été reçu. Avez-vous besoin d'un déroutement d'urgence ?» Le capitaine resta figé. Il venait de comprendre que la passagère qu'il avait rejetée venait peut-être de sauver leur vie. Et qu'il ne contrôlait plus vraiment ce vol. Il ne fallut que 2 minutes pour que le cauchemar prenne forme.
Alors que l'appareil semblait s'être temporairement stabilisé, un grondement sourd se fit entendre du côté gauche. Camille, encore accroupie dans la zone technique arrière, leva instinctivement les yeux vers le plafond, puis vers les hublots. Le bruit devint un rugissement. Un cri d'alarme perça la cabine, une hôtesse, pâle comme un fantôme, courait vers l'avant. Puis une alerte résonna à travers le système de bord. Moteur gauche, température critique. Le copilote tenta une manœuvre d'ajustement, mais une secousse fit trembler tout l'avion comme si une main invisible l'avait attrapé pour l'écraser. L'aile gauche, celle reliée au moteur défaillant, se tordit d'un angle légèrement vers le haut, puis redescendit d'un coup sec. Plusieurs passagers poussèrent des hurlements. Dans la cabine, c'était le chaos. Des valises tombantes. Un chariot de boissons se renversa, glissant dangereusement dans l'allée. Une femme criait pour son enfant, 2 rangées plus loin. Une autre, attachée à son siège, serrait un chapelet entre ses doigts blancs comme neige. Camille se précipita à l'avant. Elle bouscula un passager au passage, puis agrippa Marcel toujours assis près de l'entrée de la cabine. « Il faut désengager le moteur gauche, tout de suite » cria-t-elle. « S'ils ne le font pas eux-mêmes, on risque une explosion en plein vol » répondit-il, déjà debout. Mais la situation était pire qu'il l'imaginait. Le système air raté, qu'elle avait redémarré, avait effectivement restauré une partie de l'alimentation électrique d'urgence, mais n'avait pas rétabli la pleine fonctionnalité du système de refroidissement du moteur. Résultat, le moteur tournait en surchauffe, de plus en plus instable. Camille saisit à nouveau son terminal, cette fois pour extraire les données thermiques en temps réel. Elle vit l'alerte rouge, 1265 degrés Celsius, bien au-delà du seuil de rupture du blindage interne. Le cœur du réacteur allait céder. Pendant ce temps, les pilotes, toujours sceptiques sur l'intervention de Camille, hésitaient. Le capitaine voulait éviter l'arrêt d'un moteur en vol, car cela impliquait une procédure d'atterrissage d'urgence à un seul moteur, risquée au-dessus de l'Atlantique. Mais il n'avait plus le choix. Le copilote tenta alors une procédure de désengagement partiel, mais le système ne répondait plus. Le pilote appuya sur le bouton rouge du shutdown d'urgence. Rien? Et c'est là que le feu se déclara. Une légère fumée grise apparut au-dessus de la rangée 28. Quelqu'un cria « Feu! Feu! » Camille regarda Marcel. Il lui lança un regard noir. Si la chambre de combustion cède, on n'a plus que 10 minutes. Le système automatique d'extinction des flammes ne se déclencha pas. Le tuyau de suppression thermique n'avait pas été alimenté par la centrale hydraulique endommagée. Camille savait maintenant ce qu'il lui restait à faire. Elle retourna en courant vers la trappe d'accès technique. Les passagers la regardaient comme une folle, mais personne n'osa l'arrêter. Elle ouvrit manuellement la valve d'urgence de surpression. Cela devait déclencher le circuit secondaire de désengagement moteur. En théorie, car l'ingénieur qui avait conçu ce modèle avait prévenu, cette commande ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Camille appuya. Une vibration parcourut la structure. Puis, silence. Le moteur gauche s'éteignit d'un coup sec, dans un souffle court. Une fumée noire s'échappa du flanc de l'avion. Dans le cockpit, les voyants passèrent du rouge au orange, puis au vert clignotant. Le copilote leva la tête. On l'a perdu. Mais on est toujours en vol. Stabilise-moi cette descente. Vite! Le capitaine, pâle, n'ajouta rien. Il savait. Quelqu'un dans cet avion venait de faire ce que n'avait pas eu le courage de faire. En cabine, un calme relatif s'installa. Les passagers étaient tremblants, hagards, certains en pleurs. Mais la fumée s'était dissipée. Le système d'air conditionné reprenait lentement son fonctionnement. Camille, elle, s'était effondrée au sol, adossée à une paroi métallique, haletante. Et c'est alors qu'un son étrange retentit dans tout l'appareil. Un bip long. Puis une voix. Ici la tour de contrôle de Gandé. Air France 703, vous êtes autorisé à entamer la descente. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence sur la piste 07. Tous les services sont mobilisés. Marcel s'agenouilla à côté d'elle. Tu viens de sauver cet avion. Mais ils ne le savent pas encore.
Le cockpit était en ébullition silencieuse. Après avoir coupé le moteur gauche, stabilisé l'appareil grâce au RAT redémarré par Camille et reçu l'autorisation d'approche de Gandé, les pilotes s'étaient enfin tus. Le capitaine évitait tout regard, ses mains crispées sur le manche. Il savait qu'il n'avait plus de contrôle total, ni sur l'appareil, ni sur la situation. C'est Camille, cette passagère ignorée, qui avait permis de sauver le vol à F703. Et cette réalité, il ne pouvait plus la fuir. Camille, quant à elle, était de retour dans l'allée, accroupie à côté d'un enfant en pleurs, le rassurant comme elle pouvait. Les passagers ne savaient toujours pas qui elle était. Pour eux, c'était juste la femme du fond. Celle qui avait couru partout. Celle qui avait dérangé les pilotes. Mais Marcel, lui, savait. Il posa une couverture de survie sur ses épaules, la regarda dans les yeux et dit simplement. « On touche bientôt terre. Tu as fait ce qu'aucun commandant n'a osé faire. » Le sol canadien apparaissait enfin à l'horizon, au travers des nuages denses. L'avion, désormais en descente contrôlée, entama une approche difficile. Le moteur droit poussait au maximum, compensant l'absence du gauche. Les systèmes d'atterrissage automatique étaient partiellement inopérants. Tout devait se faire manuellement. À bord, chacun retenait son souffle. Les sirènes des véhicules d'urgence étaient déjà audibles depuis les hublots. À 500 mètres du sol, l'appareil fut ballotté par un courant d'air soudain. Le nez piqua légèrement vers le bas. Le copilote redressa, les roues sorties. L'impact fut brutal, les roues principales touchèrent la piste, puis l'avant frappa violemment. Des étincelles jaillirent sous le fuselage. Les passagers hurlèrent. Une valise explosa dans les airs. Puis, silence. L'avion s'arrêta. Droit. Entier. Il n'y eut pas d'explosion. Mais il y eut des larmes. Des applaudissements. Des étreintes entre inconnus. Un soulagement général, presque irréel. Sur le tarmac, des pompiers montèrent immédiatement à bord. Les passagers furent évacués par les toboggans, certains blessés, d'autres en état de choc. Camille, elle, refusa l'aide. Elle sortit seule. La lumière du matin lui brûlait les yeux. Elle avait l'impression d'avoir passé 3 jours dans cette carlingue. Elle tenait encore le terminal dans ses mains. À peine les passagers mis à l'abri, les autorités canadiennes abordèrent le personnel de bord. Une enquête était déjà en cours. L'alerte non autorisée envoyée à la tour, le déroutement, l'interruption du moteur sans commande cockpit, tout allait devoir être expliqué. Et au centre de tout cela, une passagère civile, sans badge officiel. Camille fut isolée, interrogée. D'abord avec suspicion. Puis avec curiosité. Puis avec respect. Son discours était clair, précis, impossible à réfuter. Les logs informatiques, les captures d'écran, les vidéos, tout prouvait qu'elle avait agi face à une inertie criminelle. Et ce n'était que le début. 3 jours plus tard, un extrait audio fuita sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un enregistrement capté accidentellement par un passager pendant le vol. On y entendait Camille crier à travers la porte du cockpit. « Vous avez 8 minutes avant qu'on commence à tomber. » C'est documenté. Activez le RAT. L'enregistrement devint viral. #Camille averti. #vol 703. La femme qui a sauvé 300 vies. La presse se déchaîna. Certains la traitèrent d'héroïne. D'autres l'accusèrent d'avoir mis l'équipage en danger. Une polémique enflamma les plateaux télé. Était-il justifiable de désobéir aux règles pour sauver des vies? Un débat moral naquit. L'Agence européenne de la sécurité aérienne ASA convoqua une réunion exceptionnelle. Camille y fut invitée comme témoin clé. Devant un parterre d'experts, ingénieurs, juristes et hauts fonctionnaires, elle raconta tout. L'erreur de maintenance. Le défaut dans la chaîne de signalement. L'arrogance du cockpit. Et la faiblesse des systèmes de secours. Le résultat? Un séisme. Air France suspendit les 2 pilotes pour « comportement inapproprié en situation critique ».
Un audit mondial fut lancé sur les systèmes RAT de tous les Boeing 777 encore en service. Le PDG d'une société de maintenance affiliée fut contraint de démissionner. Et Camille reçut une proposition officielle. L'AESA voulait qu'elle intègre un nouveau conseil de surveillance citoyenne destiné à prévenir les erreurs humaines et techniques en vol. Elle accepta. Mais à une condition. Aucun passager ne devrait plus jamais avoir à hacker un système pour ne pas mourir. Un mois plus tard, elle se rendit à Lyon, incognito. Dans une petite librairie, elle retrouva Marcel. Il lisait tranquillement Le Monde. En l'apercevant, il sourit. « Alors, c'est toi la terroriste de l'air, maintenant ?» Elle rit. Seulement quand les pilotes dorment au volant. Et dans le calme du vieux quartier, alors que le monde continuait de tourner, 2 survivants savouraient un café avec 300 vies sauvées entre eux.